Aujourd'hui, je réagis au nouveau concept de Feneux sur YouTube qui mise sur moi. Honnêtement, je sais pas toi, je sais pas si tu as déjà regardé, mais j'ai adoré le concept. Clairement, c'est un concept que j'aurais trop aimé faire sur ma chaîne YouTube. C'est une émission qui réunit des porteurs de projets face à un jury d'élite. Je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai adoré la sélection du jury. J'ai ma petite préférence, honnêtement, Adinaya. Je l'ai trouvée pertinente, intéressante, percutante. Au-delà de tout ça, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il y ait enfin une femme musulmane, voilée, issue des minorités, qui est au devant de la scène parce que je trouve clairement qu'on manque de représentation dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ça me fait trop plaisir parce que je sais qu'il y aura des femmes musulmanes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ah bah c'est possible, cette femme elle m'inspire, ça va me permettre, moi aussi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. parce que il y a des représentations. C'est un concept que je veux particulièrement soutenir, c'est pour ça que je fais une réaction comme ça sur YouTube, parce que c'est un concept qui a été fait par la communauté, pour la communauté. Les porteurs de projets sont issus des diversités, issus des minorités, donc honnêtement, ça, je trouve que c'est hyper bien. Salam alaikum, moi c'est Safa et ma passion dans la vie, c'est d'accompagner les femmes à révéler leur plein potentiel et à devenir la plus belle version d'elles-mêmes, la plus belle version que Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis entrepreneur depuis mes 20 ans, j'allais dire depuis 20 ans mais pas du tout, depuis mes 20 ans à peu près, donc ça remonte quand même à quelques années maintenant. J'ai lancé pas mal de projets, alhamdoulilah, certains de mes projets ont généré plus de 7 chiffres annuels et j'ai aussi accompagné des entreprises bien établies à dépasser aussi ce cap des 7 chiffres annuels et aujourd'hui on est là pour faire la réaction. On va voir, il y a quoi au menu. J'ai déjà regardé la vidéo et honnêtement, je trouve que les projets sont très intéressants. Il y a énormément de choses à retenir sur les différents projets. On peut s'inspirer des différentes erreurs qui ont été commises, pas pour pointer du doigt les erreurs, parce que honnêtement, quand on est un porteur de projet et qu'on est face à un jury, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile de défendre son projet. Surtout que là, il y avait quoi? Il y avait 20 000 euros derrière. Honnêtement, 20 000 euros, c'est pas mal. 20 000 euros, ça met la pression quand même. Quand il faut aller chercher les 20 000 euros, ça met la pression. Et l'objectif de cette vidéo, vraiment, ce n'est pas de dire qu'un tel a mal fait, un tel a mal parlé, un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est pas du tout l'objectif de la vidéo. L'objectif, c'est de se servir des erreurs des uns et des autres pour qu'on puisse nous améliorer, éviter de faire les mêmes erreurs et surtout de nous inspirer de ces différents porteurs de projets parce qu'il y a énormément de choses à voir ensemble. Un des premiers conseils que je donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas rester seul. C'est d'aller chercher des conseils de la part d'experts, c'est d'aller chercher des informations qui peuvent nous être utiles pour éviter un certain nombre d'échecs. Donc, si tu es là, c'est que c'est très bien, c'est que toi, tu es à la recherche de conseils pour pouvoir t'améliorer et améliorer ton idée ou bien t'inspirer à lancer une idée parce que c'est aussi l'objectif de la vidéo. En parlant d'experts, moi personnellement dans mon activité aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis entourée de pas mal d'experts dans différents domaines parce que j'ai compris à mes dépens que je ne pouvais pas faire les choses toute seule. Donc alhamdoulilah, et il y a une question qui est revenue la dernière fois sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit par rapport à l'entrepreneuriat, moi ce qui m'effraie c'est le taux d'imposition français, j'ai tellement envie d'entreprendre, mais rien que de penser qu'on va se crever à la tâche et que tu donnes parfois la moitié à l'État, c'est difficile. Alors, je comprends et aujourd'hui c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par une agence que j'adore parce que ça va te permettre de répondre à ce problème et c'est une agence qui va pouvoir t'aider. Personnellement, mon pire cauchemar c'est l'administration et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Les papiers, les déclarations d'impôts, les déclarations fiscales, les déclarations d'entreprise et pourtant j'ai trouvé une solution. La solution est simple, rapide et avantageuse pour toi. Aujourd'hui, tu peux créer ta structure professionnelle, ton entreprise à l'étranger sans te déplacer parce que ça c'est important, sans te prendre la tête et surtout en quelques jours seulement. Je te parle pas d'un accompagnement pour déclarer ton entreprise, je te parle d'une prestation vraiment carrée qui va t'aider à gérer et à créer ton entreprise à l'étranger. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il n'y a pas la barrière de la langue parce que l'équipe est 100% francophone, donc tu vas pouvoir parler français avec eux, leur poser toutes tes questions et eux, ils pourront te répondre. Tu vas enfin pouvoir déclarer ton entreprise de manière très simple. Optimiser ta fiscalité, c'est beaucoup plus intéressant que la France. Tu verras, je t'en dis pas plus. Je te laisse checker le lien juste en barre de description, leur poser toutes tes questions et j'ai réussi à te négocier moins 100 € avec le code Safa et toi. Mais donne-leur bien le code, comme ça tu as bien la réduction. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse en profondeur, je pourrais carrément faire une vidéo YouTube. C'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il y a donc au menu du jour. Un seul projet, 20 000 € en jeu.
C'est ici que tout commence. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma première émission qui mise sur moi. Pour ce premier épisode. Donc je me présente, je m'appelle Ryan, j'ai 23 ans. Je suis issu de la banlieue parisienne. Depuis que je suis tout jeune, ma plus grande passion, ça a toujours été le sport. Et je suis diplômé d'une licence TAPS. À mon tour, je vais me présenter. Donc moi, c'est Omar, j'ai 22 ans. Pareil, donc toujours passionné de sport. On a grandi ensemble en banlieue parisienne. À l'heure actuelle, je suis en master d'ingénierie d'affaires que je vais terminer en fin d'année. Et voilà un peu pour le parcours. Et dans le cadre de ce projet, on est associé. Voilà. Ce projet, il est né d'un problème. Je me suis rendu compte que tous les adhérents en salle de sport, on a tous le même problème, c'est la nutrition. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne mangent pas bien après leur séance, par manque de temps, par manque d'informations ou par manque d'argent. La malnutrition, ça engendre également des problèmes de santé. Et ça a été mon cas. J'ai été diagnostiqué de la maladie de Crohn en février, donc qui est une maladie chronique qui m'a engendré une infection d'intestin grêle et qui a fait que j'ai dû suivre un régime strict et qui va évoluer. Déjà, honnêtement, j'aime beaucoup le nom qu'ils ont donné à leur l'alimentation, pour la progression, mais aussi pour la santé. Et honnêtement, le nom, c'est très important quand même. Lift Meal, pour expliquer assez rapidement, c'est le projet d'un fast-food intégré directement dans les salles de sport où on pourra y consommer de la nourriture saine, préparée par un chef qui sera directement disponible. L'idée, en fait, c'est de pouvoir directement après sa séance avoir accès à une nourriture de qualité ou avant la séance. L'idée ensuite, c'est de pouvoir construire en fait son physique de rêve, on dirait, et même de pouvoir simplement avoir une meilleure santé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la consommation de nourriture saine, elle a explosé de plus de 9% par an en France. Il y a plus de 6 millions d'adhérents dans les salles de sport. Ça veut dire que c'est 6 millions de potentiels clients qui pourront consommer dans nos restaurants. Aujourd'hui, en plat chez Lift Meal, c'est simple. L'assiette, elle est divisée en 3 parties. On la coupe. À gauche, on met les glucides, donc tout ce qui est pâtes, riz, quinoa. Un tiers de protéines et un tiers de lipides, donc les légumes. C'est un secteur il n'y a personne qui est implanté en France. Actuellement, ça existe que dans certains pays anglo-saxons et dans les Émirats. Sinon, en France, il n'y a personne qui a déjà développé ce business. Il y a simplement des distributeurs dans certaines salles de sport, mais c'est très très limité. Aujourd'hui, on va proposer beaucoup de menus variés avec des options dans les menus et tout ça pour le prix d'un menu au grec, environ 9 €. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Là, je prends pour le membre du jury. Non, là, je suis votre jury personnel, hein, c'est encore mieux. Non, honnêtement, je trouve que le projet, il est très intéressant dans l'idée. C'est un projet qui est intéressant. Il y a le même concept ici en Malaisie. C'est un concept qui marche très bien. Après, moi, j'ai mis une réserve un petit peu sur ce type de business parce que je trouve que c'est une usine à gaz en termes de mise en place. En termes de logistique, je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est hyper compliqué de mettre en place ce type de projet et de scaler vraiment ce type de projet. Donc, pourquoi pas? Mais en fait, il faut voir la pérennisation du projet sur le long terme, qu'est-ce que ça peut donner. En termes de problème, honnêtement, je ne sais pas si c'est un vrai problème client ou si c'est une projection personnelle. Moi, je peux me mettre dans la catégorie des sportifs. Je ne suis pas sportif de haut niveau, mais je fais du sport à hauteur de 5 à 6 jours par semaine. Je varie les sports, etc. Certes, je ne fais pas que de la musculation, mais c'est vrai que c'est un problème potentiel qu'on peut rencontrer. Mais est-ce que je vais souscrire à ça en sortant de la salle de sport? Je ne pense pas. Moi, où j'émettrais une petite réserve par rapport à ce type d'activité, c'est honnêtement, logistiquement parlant, encore une fois, c'est un cauchemar. Parce que, en fait, quand on parle de food, il y a énormément de normes qui entrent en rigueur. C'est pas juste on lance une idée, on installe un stand et ça y est. Personnellement, je trouve que 9 €, la marge, elle est maigre quand même. Je ne sais pas si le bénéfice sera intéressant par rapport à l'effort déployé dans le projet. Parce que, en vrai, 9 €, il y en a qui vont dire non, mais c'est cher, etc., etc. Mais en réalité, c'est pas si cher que ça. Mais si tu fixes un prix au-delà de 9 €, est-ce que les gens ils font vraiment acheter? Je sais pas parce que je connais pas, ils ont pas détaillé leur marge, le prix, etc., etc. Donc je connais pas le détail, mais je pense qu'ils doivent être à peu près 4 € de marge. Je trouve que c'est pas beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est pas beaucoup. Si on part du principe que le coût pour chaque plat fait 2 €, t'ajoutes à ça la logistique à 2 €, t'ajoutes à ça un petit coût marketing à 1 €, t'es déjà à 5 €. Donc il te reste 4 €. Et encore, il y a énormément de coûts cachés que j'ai pas comptés. Donc je sais pas si dans les 9 € il y a de la rentabilité ou pas. Sinon, il faut faire beaucoup de volume. Donc en termes de rentabilité, sur le court terme, moi je suis pas fan. Personnellement, je suis pas fan de ce type de business parce que comme j'ai dit, c'est trop compliqué à mettre en place. Moi, franchement, à leur place, j'aurais été beaucoup plus sensible et j'aurais plutôt lancé un concept de boisson hyper protéinée à la sortie d'une salle de sport ou bien dans la salle de sport. Ça, c'est un concept que j'ai beaucoup vu en Asie du Sud-Est, notamment à Bali, dans chaque salle, que ce soit salle de boxe, salle de musculation, pilates, peu importe. Il y a un café en fait collé, annexé à la salle de sport et ils proposent des boissons hyper protéinées. Je trouve que c'est un business model qui est beaucoup plus intéressant parce que les boissons, tu peux les monter maintenant le matcha, on le paye 6 €, tu vois ce que je veux dire, pour un coût de revient qui est beaucoup moindre qu'un plat conséquent. En plus de ça, la conservation des aliments en termes de fruits, tu peux les congeler, ils gardent quand même tous leurs nutriments et leurs bienfaits.
Donc avoir des boissons protéinées, je pense que les gens auront beaucoup moins de mal d'investir là-dedans. À chaque fois, en sortant de la salle, c'est facile à transporter. Les gens, ils vont boire ça. C'est un petit peu leur récompense. Tu vois, tu peux jouer sur ça, sur la récompense à la fin de ta séance de sport. Tu essayes de varier un petit peu les plaisirs énergétiques, hyperprotéinés, skincare, à base de collagène, etc., etc. Avec un marketing en béton, je pense que ce serait beaucoup plus pertinent que des repas. Voilà, c'est mon idée personnelle. Moi, je me serais peut-être plus dirigée de ce côté-là. Logistiquement parlant, tu peux t'en sortir, même si voilà, la food, ça reste quand même un petit peu compliqué. Tu peux t'en sortir, ça peut être beaucoup plus simple. Mais voilà, je trouve que c'est compliqué quand même comme projet. Avec 20 000 euros pour ce type de projet, je trouve que tu fais des choses, mais tu as besoin de quand même beaucoup plus d'investissement. Je trouve que le fait de vendre juste des boissons, c'est quelque chose de beaucoup plus scalable, beaucoup plus simple. Genre, tu peux facilement le marketer. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon avis sur le business en général, même si on ne me l'a pas demandé. On va commencer par là parce que je trouve que c'est intéressant, parce que j'ai remarqué que tous les candidats avaient un petit peu des difficultés à pitcher leur projet. Et c'est vrai que c'est pas facile de pitcher son projet, encore moins devant un jury et encore moins quand il y a des enjeux, comme le fait de gagner 20 000 euros. Donc honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir. Il n'y a qu'à se prêter à cet exercice-là pour comprendre à quel point c'est pas facile. Donc, comment faire un bon pitch? Moi, quand j'ai fait mes études en management de projet, on nous a parlé de l'elevator pitch. En gros, tu es dans l'ascenseur avec un investisseur, tu as 1 minute. C'est pas tu as 3 minutes, là ils ont 3 minutes, tu as 1 minute pour convaincre l'investisseur ou la personne qui est en face de toi d'investir dans ton projet et de te suivre dans ton idée. C'est-à-dire qu'en 1 minute, tu dois être capable d'expliquer le problème, ce que tu résous. Donc ta solution, ton élément différenciant doit être capable de délivrer des données claires sur ton marché et ta vision concrète. Et tout ça en 1 minute. Et c'est possible. Donc pour ça, il y a une structure qui est assez commune à tous les pitchs. Donc vous pouvez tout simplement suivre cette structure et après vous aider de l'intelligence artificielle et juste réviser votre pitch à un maximum. Parce qu'en fait, on ne sait pas forcément sur qui on peut tomber. Là, c'est clair, ils sont devant un jury, mais tu peux tomber sur des personnes intéressées ou intéressantes dans le bus, à la salle de sport, dans un ascenseur, peu importe, il faut que tu sois capable de parler de ton projet rapidement et efficacement parce que tout le monde n'a pas ton temps. Donc maintenant, comment faire un bon pitch? Premièrement, moi j'adore les pitchs qui commencent avec un hook, avec une phrase d'accroche, avec quelque chose qui va me captiver, même quelque chose qui va me choquer. Ça peut être un chiffre choc, ça peut être une phrase choc, ça peut être une blague, ça peut être... Peu importe, moi j'aime bien quand les pitchs commencent avec quelque chose direct, on m'attrape et en fait je suis impressionnée, je me dis attends, genre même qui suscite ma curiosité. Sinon, si vous voulez être dans le basique, tout simplement, tu peux commencer par parler du problème client. Ensuite, et ça en une seule phrase, tu essayes de trouver le problème majeur que tu résous. Ensuite, tu vas venir parler de ta solution de manière la plus claire possible. Voilà ce que moi je propose face à cette problématique. Ensuite, tu vas venir parler de l'élément différenciant. Qu'est-ce qui te différencie de la masse? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait ta particularité? Là, tu peux apporter un petit peu de storytelling, un petit peu d'émotionnel. On va parler de storytelling juste après. Mais voilà, qu'est-ce qui te différencie vraiment, vraiment des autres? Contrairement aux autres, moi, ma solution est comme ça. Contrairement aux autres, je suis comme ça. Ensuite, tu vas venir apporter des données clés et importantes sur ton marché pour que la personne en face de toi comprenne que tu maîtrises un minimum. Tu vas apporter des chiffres, un peu plus de matière. Et à la fin, là, dans leur cas, ils devraient finir avec leur vision et leur demande concrète. Avec 20 000 euros, voilà ce que je compte faire. Voilà où est-ce que je veux aller. Voilà le plan d'investissement pour les 20 000 euros. Parce que moi, personnellement, hors de question d'investir 20 000 euros auprès d'une personne, je ne sais pas trop ce qu'elle va faire avec l'argent. Peut-être que tu vas aller en vacances. Ça fait plaisir, c'est bien pour la santé mentale, mais pour le business, je ne sais pas si c'est si bien que ça. Donc, j'ai besoin de savoir ta vision. En fait, avec les 20 000 euros, tu vas faire quoi? Et je trouve que ça manque dans les différents pitchs qu'on a vus. On n'a pas assez la vision. Avec les 20 000 euros, concrètement, tu vas faire quoi? Donc voilà, ça, c'est les étapes d'un pitch classique. Plus tu vas réviser ton pitch, plus tu vas être à l'aise. Il n'y a pas de secret. Au début, c'est du par cœur. Et ensuite, tu vas pouvoir être à l'aise, personnaliser ton pitch en fonction des personnes que tu vas rencontrer. Dans leur cas, en fait, en 1 minute, ça aurait pu être plié. Ce qu'ils auraient pu dire, c'est 70% des sportifs sortent de la salle sans savoir quoi manger pour progresser. Nous, on leur propose un repas complet, protéiné, prêt en moins de 5 minutes à seulement 9 euros. Nos repas ont été testés et approuvés par des coachs certifiés. Attention à bien le faire, ça peut être une excellente preuve. On a validé 50 ventes en 1 semaine, donc là tu prouves au jury que ton concept, tu l'as validé et tu l'as éprouvé et c'est pas juste une idée vague. Aujourd'hui, on demande 20 000 euros pour tester notre food truck à Paris
dans X salles de sport et s'étendre à 3 salles partenaires, par exemple. Voilà, en fait, c'est clair, c'est simple, c'est carré. Et après, on va venir te poser des questions sur tes chiffres. Et normalement, tu es censé bien répondre. Donc voilà pour le premier projet. Passons au deuxième projet. Honnêtement, on ne va pas forcément écouter l'avis des autres jurys parce que la meuf, elle se prend pour je sais pas qui. Mais l'objectif, moi, j'ai déjà entendu. Donc si vous voulez entendre l'avis des jurys, je vous invite carrément à regarder leur vidéo parce qu'elle est excellente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le projet des uns et des autres et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces projets-là. Donc, on va passer au projet numéro 2. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Aline Elessouma, j'ai 26 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis journaliste également et je suis cofondatrice de la marque Ilion, qui est une marque de valises haut de gamme et innovante. Donc aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour des millions de voyageurs justement de se déplacer dans le monde. Mais il existe deux sources de stress majeures qui sont la peur d'avoir un bagage en surpoids en arrivant à l'aéroport et le stress aussi de perdre sa valise. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 28% des voyageurs qui ont déjà été confrontés à ce problème-là, de payer des frais supplémentaires en arrivant à l'aéroport. Et il y a 8% qui ont perdu leur bagage, définitivement. J'en connais. Et du coup, je pense qu'à chacun d'entre nous, ça a arrivé au moins une fois dans sa vie d'être confronté à ce type de problème. Et mon collaborateur et moi-même, on a été confrontés à ce problème plusieurs fois, à multiples reprises. Et on en a eu marre, très clairement. Et on a recherché une solution pour pouvoir y remédier. Et c'est de là qu'est né Ilion, tout simplement. C'est une valise avec une poignée de pesage intégrée, avec un tracker GPS également qui permet de localiser votre bagage en temps réel. On a décidé aussi également d'être en train de travailler avec mon collaborateur afin d'y ajouter des innovations supérieures, afin de vraiment faire une innovation, tout simplement parce que il y a 3 concurrents sur le marché qui se battent entre guillemets avec nous. En fait, il y a une seule marque sur le marché qui propose la poignée de pesage intégrée. Mais sinon, nous sommes la 2e marque française qui propose également ce type. Avec la même technologie. Avec la même technologie. C'est pour ça que nous, ce n'est pas une innovation, mais c'est pour ça que nous voulons ajouter des fonctionnalités afin que ce soit une innovation. Okay. Voilà. Cette valise, elle est disponible en Chine? En Chine. Ouais. Et vous posez des questions, parce qu'elle a fait les 3 minutes. C'est laissé en finir. Du coup, cette valise, elle allie technologie, design haut de gamme et praticité, parce que c'était hyper important de pouvoir faire gagner à nos clients du temps et de l'argent. Et étant donné que nous avons... ce qui est proposé, du coup, c'est une valise avec une balance intégrée, un tracker GPS. Après, d'après ce que j'ai compris, il y aura une poignée chauffante, la possibilité de lire cette information de vol via l'application sur son téléphone. Donc voilà, à peu près, c'est une valise qui est ultra connectée. Moi, ma question par rapport à ce type de projet, c'est est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est une vraie douleur? Parce que le piège de l'entrepreneuriat, c'est que parfois, on part d'un problème qui n'est pas forcément un réel problème. Le fait de perdre sa valise, c'est un problème. Mais moi, ma question, c'est, aujourd'hui, j'ai la valise. Sur mon GPS, je vois que ma valise, je sais pas, moi, j'atterris à Kuala Lumpur, je vois ma valise, elle est à Oslo, elle est en Norvège. Ma valise, elle est perdue. Genre, elle reste perdue, donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, ma valise, elle est en Norvège, ramenez-la moi. En fait, je peux absolument rien faire. Donc, une fois que la valise elle est perdue. Genre, t'as juste pas de chance. Je fais partie des 8% de personnes les moins chanceuses. J'ai beaucoup aimé Adinaya parce qu'elle a eu exactement la même réflexion que j'ai eue. Maintenant, il y a tout ce qui est AirTag. Tu poses un AirTag dans ta valise, tu le caches un petit peu. Tu peux localiser, géolocaliser ta valise. Il y a des sortes de pèse bagages. J'en ai un. Donc, ça coûte même pas, je crois, 5 €. Et tu peux peser absolument toutes tes valises. Donc, moi, personnellement, en tant que cliente, et je voyage énormément, c'est pas forcément un problème que j'ai remarqué. Honnêtement, moi, quand je suis en surpoids dans mes bagages, je me dis pas, purée, si j'avais eu une valise qui me pèserait, je n'aurais pas été en surpoids. Non, je me dis, ça va, il faut que tu te responsabilises, en fait. Il faut que tu te responsabilises et il faut que tu mettes le poids qui est en adéquation, que tu pèses ta valise en avance. Maintenant, il y a des pèses bagages dans les aéroports carrément. Donc, il faut que tu te responsabilises par rapport à ça. C'est vraiment ce que je me dis. Et je ramène un sac avec moi pour mettre mon surplus dans mon sac. Mais je ne me dis pas qu'il me fallait une valise qui est comme ci, comme ci, comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est un vrai problème. Moi, personnellement, je n'en ressens pas particulièrement l'envie. La valise, après, elle dit qu'elle est entre 250 et 500 €. C'est un coût pour une valise. Moi, personnellement, j'aurais aucun mal à mettre cet argent-là dans une valise à condition qu'elle soit ultra légère. Donc moi, j'aurais plus vu une innovation dans la légèreté du matériel, des matériaux utilisés pour la fabrication de la valise. Parce que moi, mes valises, elles sont lourdes toutes seules, en fait. 3 kilos toutes seules. Donc, ouais, en termes de légèreté et en termes genre, si la valise est robuste ou pas. Je pense que oui, j'aurais eu aucun problème à mettre beaucoup d'argent si la valise est robuste et légère. Et si elle est garantie à vie.
franchement, prenez mon argent, il n'y a pas de problème. Mais qu'il y ait un tracker GPS et que je puisse la peser, qu'elle soit chauffante et qu'il y ait un porte-gobelet, non. Honnêtement, ça m'intéresse pas forcément. Pour moi, l'idée, elle est à exploiter, pourquoi pas, mais ça reste quand même flou. Est-ce qu'il y a eu réellement une étude de marché qui a été faite ? Pour moi, là, l'étude des marchés qui aurait été très intéressante, c'est de tout simplement aller à l'aéroport, poser la question aux voyageurs, faire une enquête, faire un questionnaire, poser des questions et savoir. Et peut-être que parfois on a une idée qui est une fausse bonne idée et c'est pas un problème. Honnêtement, c'est pas un problème. Mais après, quand on pose les bonnes questions aux personnes et qu'on fait une étude de marché, ça nous permet de nous diriger vers d'autres idées qui sont beaucoup plus pertinentes et intéressantes parce qu'on part plus de nous, on part des autres, on part du problème des autres. Et ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc, pour moi, il y a une étude de marché à faire pour voir si oui ou non, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est pertinent. Voilà. Innover, c'est bien, mais c'est pas forcément le plus important pour avoir une bonne idée de business. Une bonne idée de business, c'est une bonne solution et surtout à un vrai problème. Ça, c'est une bonne idée de business. Pour moi, dans son cas, elle est à la phase de MVP, elle n'est pas du tout à la phase de production. Par contre, ce que j'ai aimé dans son pitch, c'est que la vidéo, ça c'est top. Honnêtement, avoir une vidéo qui illustre ton produit, ça c'est génial parce que ça permet aux personnes de se projeter et de voir comment est-ce qu'est ton produit. Donc ça, vraiment génial, 10 sur 10. Après, pour moi, là, elle est en phase de MVP. Le MVP, c'est quoi ? C'est le minimum viable produit. C'est quelque chose qui est hyper important à faire pour n'importe quel type de business. Tu ne peux pas te lancer dans des productions parce qu'après, elle dit, on a prévu 12 000 euros. Tu ne peux pas prévoir 12 000 euros en termes de production si tu n'as pas éprouvé ton idée de business. Un MVP, c'est quoi ? C'est tester ton idée de manière la plus simplifiée possible et la moins chère possible. Dans son cas, qu'est-ce qu'elle peut faire pour faire un MVP intéressant et cohérent ? Premièrement, tu crées une landing page avec tu as des vidéos et tout, c'est trop bien, tu mets ta vidéo sur ta landing page, tu mets des designs en 3D de ta valise, tu expliques ton concept, ton innovation, tu montres vraiment les solutions que ça apporte, tu appuies sur les points de douleur de ta cible. Tu vas venir lancer une campagne de précommande, d'abord pour voir si oui ou non, il y a de la demande, si oui ou non il y a de l'achat, si oui ou non, au moins il y a des gens qui posent des questions. Pour ça, tu peux soit utiliser de l'organique, tu vas venir chercher la viralité sur les réseaux sociaux. Il y a une marque qui le fait très bien, c'est Dose avec les boissons là, les boissons vitaminées, je crois. Leur MVP, il est excellent. Ils sont allés chercher la viralité sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore leurs vidéos sur TikTok. Leurs vidéos sont ultra virales. Ils font des micro-trottoirs, ils font goûter leurs boissons. C'est ça, une étude de marché qui est intéressante, qui est pertinente et où tu recueilles un maximum de data parce que quand tu es en phase de lancement, de pré-lancement de ton business, parce que là, on n'est pas du tout en phase de lancement. Quand tu es en phase de pré-lancement de ton business, tout ce qu'il te faut, c'est de la data. Il te faut un maximum de données que tu puisses utiliser de manière très concrète. Donc, tu fais une landing page, tu fais des précommandes, tu vas chercher la viralité en organique sur tes réseaux sociaux, tu fais des micro-trottoirs à l'aéroport, tu poses des questions, tu essaies de chercher la viralité pour voir si oui ou non, il y a de la réponse en fait par rapport à ton projet. Ensuite, ce que tu peux faire, sinon, c'est d'utiliser la publicité payante. Donc, tu vas venir mettre de la publicité de manière très ciblée et pertinente pour voir en fait s'il y a des personnes qui sont intéressées. Là, l'été, ça aurait été la meilleure période pour faire son MVP. Mais c'est pas trop tard. Si elle tombe sur cette vidéo, c'est pas trop tard. Ce qui est aussi intéressant à faire dans cette phase de pré-lancement, c'est une enquête. Je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais peu importe. Nous, on est là pour parler de, potentiellement, nous, si on est dans cette phase de pré-lancement, de faire une enquête, c'est hyper important. Une enquête, c'est pas forcément un questionnaire Google Doc que tu vas envoyer, etc. Tu vas sur le terrain, tu poses des questions. Tu vas à l'aéroport, là c'est clair, ta cible elle est à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport, tu poses des questions. Et tu leur demandes quelles sont les vraies fonctionnalités attendues. Et là, tu vas recueillir du bon feedback. Un autre type de MVP qui peut être intéressant, tu peux louer 10 prototypes à des voyageurs récurrents. Tu leur demandes leur avis, leur feedback et si c'est vraiment pertinent, toutes les fonctionnalités que tu vas proposer. Parce que plus tu vas ajouter des fonctionnalités et plus en fait le coût de revient de ta valise va diminuer parce que ton coût d'achat à l'unité de ta valise, il va coûter beaucoup plus cher. Tu vas rajouter un petit plastique, tu vas payer 5 euros, etc. Plus tu vas personnaliser ton produit et plus en fait ton produit va coûter cher. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire une poignée chauffante ou pas ? Pose la question à tes clients. Parce que peut-être que toi c'est pertinent pour toi, mais comme l'a dit Domi,
Ouais, comme l'a dit Domi dans la vidéo, t'en as pour 5 minutes. Enfin, moi, ça m'est égal d'avoir. Enfin, je mets des gants, au pire, j'ai froid. En général, dans un aéroport, en plus, il fait pas si froid que ça. Donc, ça m'est égal d'avoir une poignée chauffante. Donc, pour moi, c'est gadget. Mais pose la question. Peut-être que c'est moi, peut-être que je suis pas la cible, mais pose la question aux gens qui sont vraiment concernés. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant que je voulais aborder. Je vais en profiter dans cette vidéo, mais je pense que j'en ferai aussi une vidéo plus complète. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Le Made in China. Donc là, la jeune femme nous dit que sa valise est faite en Chine. Moi, je ne suis pas la hater de la Chine. Si vous attendiez à ça, moi, je ne suis pas la hater de la Chine. Moi, je suis partie en Chine. J'ai visité des usines. J'ai visité des usines de cosmétiques, des visitudes. J'ai visité des usines de compléments alimentaires. J'ai visité des usines de thé. J'ai visité des usines de prêt-à-porter. Je peux vous dire que le savoir-faire chinois, il est excellent. Ils sont excellents en termes d'industrie. Enfin, c'est les boss de l'industrie. En termes d'impact écologique, etc., ça se discute. En termes d'éthique, il y a certaines usines qui ne sont pas éthiques, ça c'est une certitude. Mais après, diaboliser le Made in China, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Surtout si on n'a jamais mis les pieds en Chine. Il y en a, tu vas leur dire, ouais, mon produit il a été fabriqué en Chine, ils vont dire, c'est pas du tout éthique, mais MDR, non. En fait, tu n'y connais rien. Tu sais pas quelle usine avec qui j'ai travaillé. Quels sont les partenaires avec qui j'ai travaillé. Donc en fait, le Made in China n'est pas forcément égal à mauvaise qualité ou éthique douteuse ou bien mauvaise conception ou peu importe. Ça, personnellement, c'est mon avis. Je trouve que c'est l'Occident qui a voulu nous mettre dans la tête que le Made in Europe valait beaucoup mieux que le Made in China. Mais ça, c'est un sujet à aborder plus en détail. Mais le Made in China n'est pas à diaboliser à condition de bien choisir son fournisseur parce que comme dans n'importe quel pays, comme dans n'importe quel endroit, ça dépend le partenaire avec qui tu travailles. Il y a des partenaires pas éthiques, catastrophiques, etc. Mais il y a aussi des partenaires qui, moi, les usines que j'ai visitées, elles étaient mais carrées. Vraiment carré, même en termes de normes, en termes de sécurité des employés, c'était mais génial. En plus, moi, j'ai un background en industrie, j'ai un DUT en qualité logistique industrielle et organisation, donc tout ce qui est usine, etc., c'est quand même un domaine que je connais. Donc quand je rentre dans une usine, genre je suis pas en mode c'est quoi ça, c'est quoi, genre je connais. Et honnêtement, c'était génial. Vraiment, les usines que j'ai visitées, elles étaient géniales. Donc stop au mépris, stop au mépris. Et j'en ferai une vidéo un peu plus détaillée. Je sais que c'est une populaire opinion, mais voilà, je voulais quand même le dire dans cette vidéo. Et d'ailleurs, vous me direz à la fin de la vidéo, vous donnez à qui les 20 000 euros? Puisque c'est notre argent, on va décider nous aussi à qui on donne les 20 000 euros. On va se permettre. Alors, projet numéro 3, c'est un projet associatif, association humanitaire. Ici, le projet que je voulais entreprendre avec l'ONG Karama Solidarity, c'est de courir de Paris jusqu'à Marseille, donc une histoire de 800 km, 21 marathons sur 21 jours. L'idée, c'est quoi? C'est de financer 200 000 euros pour des prothèses pour les enfants palestiniens. Donc moi, c'est pas la première fois que j'entreprends des projets, on va dire, de défis extrêmes. Le but, c'est quoi? C'est vraiment pouvoir porter du sens, honorer la résilience, véhiculer plein de valeurs et essayer de sensibiliser un maximum de monde. Ça tourne vraiment au niveau de l'espoir. Moi, ce qui m'a permis d'entreprendre tout ça, c'est surtout lié à mon parcours. Donc entre incarcération, l'handicap, plein de traumatismes, ça m'a poussé, ça m'a motivé à entreprendre des actions complètement démesurées et surtout de pouvoir transformer l'épreuve en une mission. En fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer un maximum de monde. Derrière ça, il y a aussi un Guinness World Record. J'avais rencontré Abdullah il y a quelques temps. En fait, il a été paraplégique donc il y a 3 ans donc en Guinée. Et là, il a perdu la totalité et l'usage de ses jambes. Et là, le but, c'est vraiment de pouvoir exposer l'invisibilité, embarquer les personnes en situation de handicap. Donc là, ça va être un relais sur 21 jours avec une équipe d'audiovisuel. On essaie de faire un documentaire par la suite pour essayer de récolter un maximum de fonds. Bon, c'est pas un business. Avec une équipe de masseurs. Mais déjà, je trouve que le discours, il est top, trop touchant. Moi, personnellement, ça m'a trop touché de voir qu'il y a des personnes en fait qui se lancent des défis comme ça, mais pas par ego, parce qu'en général, on veut se lancer des défis, on veut gravir telle montagne, on veut faire ça, mais par ego. Mais là, le faire pour des causes humanitaires, pour de l'associatif, pour des personnes qui ont besoin, je trouve que c'est génial, c'est grave noble. Donc ça, c'est top. Il y a un truc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que là, il n'y a pas de conseil business à donner, parce que c'est un projet associatif, la personne elle a la recherche de financement, mais c'est trop bien parce que tu peux trouver des financements partout et il ne faut pas se fermer des portes. Parce que la personne, elle ne s'est pas dit, bon, c'est pas un business, donc je ne vais pas y aller pour chercher des financements. Non, tu vas aller chercher des financements, peu importe où c'est. Mais sinon, trop bien. Moi, ce qui m'a marqué par rapport à son discours, c'est le pouvoir du storytelling dans un pitch. Mettez du storytelling. On entend souvent parler du storytelling, etc., mais c'est quoi concrètement? C'est créer une histoire autour de son idée, autour de son projet. Ça permet quoi? Ça permet de
se connecter à l'émotionnel de la personne qui est en face de nous. Les histoires, ça nous procure toujours des émotions. Et par exemple, quand je vais te raconter quelque chose et que je vais te raconter une anecdote, toi, à la fin, tu vas pas retenir tout ce que je t'ai dit, tu vas juste retenir l'anecdote, l'histoire que je t'ai racontée, parce que les histoires, ça a un impact. On s'en souvient parce que ça vient toucher quoi? Nos émotions. Les achats sont faits comment? Par les émotions. On achète, on pense parfois qu'on achète parce qu'on a réfléchi, mais c'est rarement par réflexion, c'est très très souvent émotionnel. Vraiment, la majorité de nos achats sont émotionnels. Donc, mettre du storytelling dans son pitch comme il l'a fait, il a parlé de son passé, il a parlé de l'impact que ça a eu sur lui, il a parlé de ce qu'il fait, en fait, qu'il a utilisé son passé pour aider d'autres personnes. Ça permet vraiment de se dire, mais c'est génial, en fait, moi j'ai envie de t'aider, genre j'ai envie de t'aider. Et d'ailleurs, c'est trop bien parce que parmi le jury, il y en a qui vont l'aider. Donc, honnêtement, en fait, il faut saisir les opportunités parce que tu ne sais pas comment les gens peuvent t'aider. Si ce n'est pas financièrement, ça peut être avec du matériel, avec des contacts, peu importe, il faut parler de son idée. Donc, 5 étapes pour créer un bon storytelling quand tu parles de ton idée à quelqu'un et comment l'intégrer à son pitch. Premièrement, tu vas venir par raconter une expérience personnelle. Donc, cette expérience personnelle, il faut que tu la connectes avec ton idée, parce que ça n'a aucun sens de parler de quelque chose de personnel si ça n'a pas de lien ou si tu n'arrives pas à créer ce lien entre ton histoire et ce que tu veux potentiellement vendre. Pourquoi est-ce que tu veux résoudre ce problème en particulier? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a agacé? Ensuite, le deuxième point, c'est de donner un visage à ton client, de parler à une seule personne. Incarne-le. Dis-nous comment est-ce que lui vit le problème et à quel point ça l'agace et à quel point ta solution va pouvoir l'aider et le soulager. Il faut absolument que dans le troisième point, tu fasses ressentir une émotion. Ça peut être la colère, l'agacement, la tristesse, le soulagement, parce qu'encore une fois, on connecte par l'émotion. Ensuite, le quatrième point, c'est montre ton cheminement. Un petit peu comme il l'a fait, montre ton cheminement. De quoi tu es parti, les étapes par lesquelles tu es passé, les déclics que tu as eus. En fait, le storytelling, c'est être le héros d'une histoire et raconter son épopée. C'est ça le storytelling. Et ensuite, le dernier point, c'est l'impact. Projeter l'impact de ton projet. Comment ta solution va changer une vie, un quotidien, un marché, des gens. Il y a quelqu'un qui le fait extrêmement bien. À chaque fois que j'écoute son storytelling, en fait, à chaque fois que j'écoute son pitch, genre, je me dis, mais il y a des gens qui sont trop loin. C'est le fondateur de Boku. Je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il fait, son marketing, etc. parce que je trouve que c'est génial. Il y a aussi Naali qui le font extrêmement bien. Ils storytellent super bien leur activité, leur business. Donc, en fait, regardez un petit peu aussi ce que font les grandes marques actuellement. Comment est-ce qu'elles s'expriment? Comment est-ce qu'elles parlent de leur projet? Ça peut être hyper inspirant de reprendre un petit peu leur code. Eux, ils utilisent le storytelling. Franchement, je t'invite à faire la même chose parce que le storytelling, c'est quelque chose qui va connecter émotionnellement avec ton client. Et ça, c'est important, il va se reconnaître en toi, en ton histoire, et ça, c'est hyper important pour vendre. Donc voilà, maintenant passons au projet suivant. À la chaîne internationale. Ok. Donc, One One Arena, ça a débuté de rien, tout simplement. Durant le post-confinement, il y avait personne sur les terrains de playground. Donc, nous, Clément, donc, le fondateur, et moi-même, on était les seuls sur le terrain, donc on faisait des rencontres. On s'est dit qu'il y avait d'autres personnes, forcément, qui étaient comme nous. Donc, sur les playgrounds, on s'est dit, donc, on va tester, on va faire un grand tournoi sur l'île de France. Le premier événement, on l'a fait à Colombes, donc chez nous. Chez nous. Voilà. Et ensuite, le deuxième événement, on l'a fait à Saint-Denis. Donc, ce qui a fait qu'on a eu un grand engouement. On a eu plus de 300 personnes qui sont venues. Donc, ça a complètement explosé. Je veux aussi le compléter, parce qu'il faut qu'on parle vraiment de l'esprit de One One Arena d'abord. One One Arena, c'est, comment dire, c'est pas que des rencontres. Parce qu'on a essayé de mélanger tout ce qui est sport de combat et basketball. Dans le sens où on a pris les meilleures qualités de chacun pour les fusionner. Notamment, par exemple, pour le One One Arena, excusez-moi, je commence Pas de problème, t'inquiète. Pour One One Arena, il y a 2 événements distincts. Il y a l'Arena Tournament et l'Arena Battle. Voilà, exactement. Donc là, c'est l'impact médiatique qu'on a eu. Donc on est passé sur beaucoup d'influences basket, notamment avec Play, Overtime. On est passé sur l'application Nike, Outsider et Cricket. Donc l'Arena Tournament, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Comment ça? On va réunir Comment ça, tu coupes la parole comme ça, là? le Colisée, comme vous connaissez. S'il y a un truc que je déteste, On essaie de mettre aussi en place c'est les gens qui coupent la parole. Je trouve que c'est un manque de leadership de couper la parole à son collaborateur.
Et nous, C'est un manque de respect. En plus, il était bien parti, donc je comprends pas pourquoi il va couper la parole. Mais bon. Faire des catégories. Voilà, c'est ça, des on les a catégories. catégorisés. Par rapport aux tailles. Catégorie taille, je vais Je te continuer. laisse, Catégorie taille, donc c'est de 10 cm en 10 cm. Donc forcément, voilà, une personne qui t'arrache une tête, voilà, on se dit que c'est un peu plus difficile au basket. Donc le but, c'est de réunir tout le monde en fait à l'Arena Tournament et ensuite les classer. Ensuite, sur les on monte catégories. un classement qui va ensuite ils vont s'affronter pour monter dans les classements lors des événements qui auront lieu courant l'année. Parce qu'en gros, l'Arena Tournament, c'est un tournoi qui a lieu qu'une seule fois. Et l'Arena Battle, il a lieu au fil de l'année, c'est ça. Voilà, exactement. Ça fait bientôt 3 minutes, hein, enchaîné. Ensuite, donc, l'Arena Tournament, tout simplement, il y aura des catégories taille et il y aura des champions. Ok. Les champions, eux, comme en UFC, ils ont un titre. Ok. Les 3 minutes elles sont écoulées. Merci, Jean. Bravo. Alors, je vais. Désolé pour la transpiration. Non, c'est vraiment. En réalité, c'est pas nécessaire d'avoir un PowerPoint quand tu fais un pitch. Justement, il faut pas avoir de PowerPoint quand tu fais un pitch. La personne qui est en face de toi, elle doit être capable de comprendre ton projet et ton idée, encore une fois, en moins de 1 minute. Imagine, en 1 minute, tu vas pas sortir ton téléphone et faire un PowerPoint. Non, honnêtement, c'est pas nécessairement, pour moi, le PowerPoint n'est pas nécessaire du tout. Justement, ça, tu perds l'attention de ton public. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas la cible de ce type de projet. Donc, c'est pour ça que je me sens pas forcément concernée et je trouve que l'idée est bien. Enfin, je trouve que c'est sympathique en termes de spectacle, en termes de concept. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Je trouve que, par contre, leur nom, il est excellent parce que moi, j'ai compris grâce à leur nom. One Arena. J'ai compris ce que c'était grâce à leur nom. J'ai compris que c'était, d'après ce que j'ai compris, un match de basket en one-to-one. Si j'ai bien compris. Dites-moi si j'ai bien compris encore une fois. Mais sinon, voilà, sinon j'avais pas forcément compris le concept, etc., etc. Donc franchement, il y a un manque de clarté dans le pitch. Mais bon, on n'est pas là pour juger. Maintenant, on sait comment faire, nous, un bon pitch pour nos propres projets. C'est difficile de pitcher à deux. Ça peut être rassurant, mais c'est difficile de pitcher à deux parce qu'il faut en amont définir qui fait quoi, qui dit quoi et quelles sont les tâches et responsabilités de chacun dans le pitch pour pas qu'on se marche les uns sur les autres. Sinon, en fait, ça montre clairement que l'équipe n'est pas du tout soudée et l'équipe, en fait, elle manque de stabilité, elle manque de fiabilité. Donc voilà, il faut bien préparer son pitch, surtout si on a un binôme, mais encore pire si on a un trinôme. Tout le monde n'est pas obligé de parler. Quelqu'un peut se charger de juste répondre aux questions par la suite qui vont être posées. En termes de monétisation, je trouve que les questions du jury ont été extrêmement pertinentes et intéressantes. C'est vrai que ça manque de plan clair. Quel est le business model, clairement ? C'est important. Quand tu lances un business, ton modèle économique est hyper important. Et il faut en plus que ton modèle économique il soit adapté à ta personnalité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, le business de FitMill, moi, c'est quelque chose que je pourrais jamais faire parce que le modèle économique, le business model ne me correspond pas, moi, en tant que Safa, parce que j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'avoir le moins de management possible, j'ai besoin d'être libre géographiquement parlant. Quand tu as un business comme ça qui te demande d'être présent, qui te demande de la supervision, voilà, c'est un business model que toi, tu as choisi. Donc, attention à bien choisir le business model qui vous correspond. Moi, je sais que le business model qui me correspond, c'est les business en ligne. Voilà, ça me permet d'avoir ça là, une connexion Internet, pouvoir travailler, un téléphone, ça me suffit. Donc, voilà, ça, c'est le type de business que moi, j'aime bien lancer. C'est de l'événementiel. En fait, il faut démontrer la répétabilité de ton idée. Est-ce que tu as d'autres événements en cours? Est-ce que tu as d'autres événements qui vont arriver? Est-ce que tu as prévu autre chose? Est-ce que en fait, ton concept va marcher sur le long terme? C'est hyper important. Il y a aussi la vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Comme ils ont dit en 4 ans, clairement, il faut avoir fait un minimum d'événements, genre un minimum. Donc, et aussi avoir la vision avec 20 000 euros, tu vas faire quoi concrètement? C'est important parce qu'on va te donner 20 000 euros. C'est hyper important de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec les 20 000 euros. Tout ce qui est business événementiel, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est pas forcément un business qui, moi, me plaît particulièrement. Il faut voir comment est-ce que tu peux monétiser ça. Est-ce que tu vas faire du merchandising? Est-ce que tu vas vendre des places? Est-ce que tu vas faire payer des sponsors? Est-ce que tu vas avoir différentes places VIP? Est-ce que tu vas le transférer en ligne? Est-ce que tu vas faire payer la rediffusion? Donc, voir un petit peu comment est-ce que tu peux monétiser ton idée. Déjà, si la personne elle a eu 300 personnes à son événement, c'est génial. Vraiment, c'est génial, ça veut dire que ça plaît parce que va réunir 300 personnes. Honnêtement, je trouve que c'est hyper bien. Mais après, il faut voir comment est-ce que tu peux monétiser ça sur le
long terme, comment est-ce que tu gagnes de l'argent concrètement? Parce que c'est un business. C'est pas une association. Si c'est une association, je trouve que c'est hyper bien, tu vois. Mais là, c'est un business, donc comment est-ce que tu gagnes de l'argent concrètement avec ça? C'est important quand tu te lances dans l'événementiel parce qu'il y a énormément de coûts cachés derrière un événement. Il y en a plein. Donc il faut faire attention à rester rentable. Donc voilà, ensuite... La boucherie préparera votre commande et un livreur se chargera de vous l'apporter. N'attendez plus, rejoignez-nous. Bonjour, je me présente, Salah Diou, président de la société Middome. Bonjour, je me présente, je m'appelle Wade, j'ai 27 ans, je viens de Lyon et je suis cofondateur de l'application Middome. Aujourd'hui, 33 milliards d'euros en France est prévu pour la viande en 2024. Mais c'est trop bien. En plus, c'est des Lyonnais. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup tous les projets qui viennent de chez moi. Non, franchement, trop bien. J'adore. Déjà, j'aime bien le fait que ils aient mis une vidéo que tu peux mettre en ads, en organique, etc., qui explique très rapidement le concept, etc. Je trouve que c'est génial. En tant que feignant, j'ai même pas encore écouté le pitch, en tant que feignant de notre catégorie, de notre génération, on a besoin. Non, franchement, je trouve que l'idée est top. J'adore. C'est quelque chose qui aurait pu passer dans Qui va être mon associé carrément. C'est le chiffre d'affaires que ça a généré. Maintenant, on a trouvé une solution de la prestation de service qui s'appelle Middome. Middome, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est une application qui met en relation les bouchers avec les particuliers et on vous fait livrer directement chez vous. Maintenant, Je vous ai dit ou pas? Ton pitch, tu le commences avec un chiffre choc. Ça marche. Non, franchement, c'est bien. trouver une solution. On a une application aussi qui est dédiée aux livreurs. On fournit aussi du travail. C'est-à-dire, les livreurs viennent chez nous, ils sont formés, ils doivent respecter la chaîne du froid et respecter les délais de livraison. Aujourd'hui, on parle de viande, on n'est pas en train de parler de sandwich, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être livré de la boucherie directement jusqu'à chez la cliente. Ensuite, on a l'application pour les pros. Les pros dessus, ils suivent leur chiffre d'affaires, ils suivent l'arrivée des livreurs et ils peuvent aussi gérer la gestion stock dessus. Comme c'est des produits frais, c'est pas des produits épices, c'est vraiment quelque chose qui serait rechargé tous les jours. Ouais, monsieur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en production depuis octobre. On a ouvert la société en 2022, fin 2022. Donc ça a pris du temps, ça a pris au moins 2 ans et demi pour qu'on puisse se lancer. On a beaucoup travaillé dessus. Donc on s'est lancé depuis fin octobre. Actuellement, on est sans investissement, sans rien. On est sur un chiffre d'affaires entre 2 et 3 000 euros par mois. Donc il faut savoir qu'on a déjà 32 boucheries sur Lyon. Donc là, maintenant, on compte s'étendre sur Marseille, sur Paris. On a déjà des boucheries qui nous contactent par eux-mêmes. Donc c'était le but. Et ce qu'il faut savoir pour nous, c'est qu'on a fait énormément de salons depuis le mois de janvier. C'est vraiment quelque chose, on va au contact des clients, on va directement en boucherie, on fait du... Alhamdoulilah, quelqu'un qui a fait un minimum une étude de marché. Alhamdoulilah. Street marketing, j'aime bien appeler ça comme ça. Donc on va directement en contact des clients, on les sonde un petit peu. On essaye de faire aussi des Google Docs, ça veut dire on envoie des questionnaires à des clients pour savoir leur habitude. Après, on a de la chance parce qu'il y a eu l'ubérisation, ça prend rien. Le français au jour d'aujourd'hui, il est devenu feignant. Donc maintenant, tout se passe par la numérisation et surtout ce qu'on propose aux bouchers. C'est top. En plus, tu vois, quand tu crées quelque chose comme ça, là, une application comme ça, tu sais que tu peux te faire racheter par des géants comme ça américains, mais des millions d'euros. Genre, tu peux clairement te faire racheter. Il y a des personnes clairement qui créent des SaaS pour les vendre et se faire de l'argent comme ça. Création de SaaS, je vends. Création de SaaS, je vends. Création de SaaS, je vends. Et en fait, les géants, vous croyez qu'ils dorment? Eux-mêmes, ils font toujours une étude concurrentielle et ils étudient, ils regardent les concurrents, peu importe les concurrents. Et s'ils voient qu'il y a un concurrent qui est potentiellement intéressant, ils vont aller le racheter. C'est arrivé énormément de fois. C'est le cas de Facebook avec Instagram. Quand Instagram a commencé à percer il y a une quinzaine d'années, Facebook, ils se sont dit il faut absolument qu'on les rachète. Donc, ils ont racheté Instagram. Ils ont fait une proposition de racheter Instagram. Snapchat n'a jamais voulu être vendu, mais ils ont aussi voulu acheter Snap. Mais ils n'ont pas voulu. C'est pour ça qu'ils ont créé les stories privées. Mais voilà, en fait, quelquefois, tu peux créer une solution et demain, en fait, sans le savoir, tu peux te faire racheter des millions d'euros par des géants qui auront plus les moyens que toi de développer ta solution. Bon, je dis pas que c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont l'air d'aimer en fait ce qu'ils font. J'adore l'idée. Le pitch, il est clair, net, précis. Le duo, il est cohérent. Il se marche pas dessus. Je trouve qu'il y a une excellente cohésion d'équipe. J'adore, vraiment j'adore. Je connaissais pas du tout là. Pourtant, moi, je suis lyonnaise. C'est dommage parce que moi, je suis une feignante. Donc, j'aurais adoré utiliser ces services-là. Je trouve que c'est génial. Je vais en parler autour de moi parce que je trouve que la solution, elle est top.
Après, ils leur posent des questions, etc. sur les chiffres. Ils ont une excellente connaissance de leurs chiffres, une excellente connaissance de leurs marges. Ils ont réponse à absolument tout. Quand on vient chercher 20 000 €, c'est exactement cette rigueur qu'il faut avoir dans son projet parce que tu viens chercher 20 000 €. En fait, il n'y a pas de petite somme. Même si tu viens chercher 500 €, il faut que tu aies une rigueur dans ton projet, dans la connaissance de tes chiffres, dans la vision que tu as de ton projet parce que tu viens chercher des financements qui vont t'aider pour ton business. Donc là, honnêtement, ça me fait plaisir. J'aime trop l'idée, j'aime trop le nom, j'aime trop l'interface. Enfin, j'arrive à imaginer l'interface, donc j'aime trop l'interface. Et je trouve que même pour les bouchers, c'est génial. Vraiment, c'est génial d'avoir cette solution. Par contre, c'est typiquement un business model, encore une fois, qui, moi, ne me correspond pas. Trop de logistique, il y a trop d'intermédiaires à gérer et j'imagine déjà... Franchement, il faut avoir le cardio. Hein. Pour gérer ça, il faut avoir le cardio. Mais ça se voit qu'ils aiment ça. Franchement, ça se voit qu'ils aiment leur business. Donc, franchement, super. Encore une fois, franchement, il n'y a rien à dire. J'adore. J'adore l'énergie du groupe. Passons au business suivant. En plus, ils sont venus juste avec un kakémono. Encore une fois, tu n'as pas besoin de plus. Tu as un kakémono et encore. Honnêtement, quand tu pitches bien ton projet, tu n'as pas besoin de plus. Hein. Tu incarnes ton projet, quoi. Ensuite, business suiving. Ou un grand-parent né à l'étranger de lever la main, s'il vous plaît. Ok, donc je ne suis pas la seule. Étant née en France et étant d'origine malienne, quand je suis en France, on me dit... Déjà, moi j'aime bien le profil. Déjà. Non, franchement, j'aime bien le profil. Et en plus, je trouve que là, quand elle arrive, tu suscites déjà la curiosité parce que tu poses une question, tu crées de l'interaction. Vous voyez, un pitch avec un hook, c'est aussi ça. Poser une question et susciter l'interaction. Ah, la malienne, quand je suis au Mali, ah, la petite française. Et du coup, j'ai décidé de créer un pont entre ces deux continents. Et ce pont, il s'appelle Nania. Nania, c'est quoi? C'est une marque de modest fashion et de... T'inquiète. Nania, c'est quoi? C'est une marque qui met en valeur l'artisanat africain à travers des pièces stylées, oversize et uniques. On met en valeur le bogolan, forcément. Le bogolan, c'est un tissu malien. Et du coup, moi, c'est Madina, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 garçons en bas âge, je suis passionnée de design, de textile et de mode. À la fin de mes études en master... Moi, personnellement, je suis fan des mamans entrepreneurs. Vous avez une force, un courage, une énergie que nous autres, nous n'avons pas. J'ai commencé à créer mes propres vêtements pour moi et je postais sur les réseaux et on m'envoyait des DM. « Ah, j'aime trop ce que tu fais, c'est trop stylé, je veux la même que toi. » Et du coup, j'ai pris confiance en moi et en mes créations. J'ai tout quitté à la fin de mon master. Est-ce que vous avez compris là ce qu'elle a fait? Sans forcément le vouloir et le savoir. Elle a fait ce que j'ai dit au début, un MVP, un minimum viable produit. Elle a testé son idée sans même le savoir. Plutôt que de créer une collection sortie de son chapeau, elle a commencé à montrer ses créations sur les réseaux sociaux sans aucune volonté de vendre. C'est juste, voilà, je vous transmets ma passion, je vous montre un petit peu ce que je sais faire. Et en même temps, voilà, ça me passionne de vous montrer ça. Et les gens, naturellement, ils vont te dire « Ah, ça, j'adore. Est-ce que tu peux nous créer ça? Est-ce que tu peux nous faire ça? Est-ce que tu peux nous faire ça ?» Ça aussi, c'est une excellente étude de marché parce que les gens viennent à toi directement pour te dire ce qu'ils veulent. Mais là, tu gagnes un temps fou. Et c'est trop bien parce que tu n'as même pas besoin de te dire « Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire ?» Parce que tu crées une communauté autour de ta passion, autour de la couture, des tissus africains, du mood que tu veux transmettre. Et ensuite, tu vas te connecter avec des gens qui te ressemblent et ça va être beaucoup plus simple de vendre par la suite parce qu'ils vont te faire confiance, ils ont suivi ton parcours et c'est eux qui t'ont demandé. C'est pas toi qui veux leur vendre quelque chose, c'est eux qui t'ont demandé d'acheter. C'est eux qui veulent te donner leur argent. Et ça, c'est pas pareil. J'ai tout quitté à la fin de mon master. J'ai déménagé au Sénégal pendant 2 ans où j'ai passé mon diplôme de styliste que j'ai obtenu. À la fin de ce diplôme, j'ai lancé ma première collection, Le Retour. Et à travers cette collection, en fait, j'explique chaque étape de mon voyage et de ce retour en Afrique à travers les designs. Ensuite, j'ai créé une deuxième collection, Fama, Force Armée Malienne. Une collection qui rend hommage à tous les militaires africains, en passant par les tirailleurs, des politiciens comme Thomas Sankara. Et grâce à ces 2 collections que j'ai créées, des collections haute couture, j'ai pu faire des défilés au Mali, au plus gros événement mode de Bamako, et aussi au Nigeria récemment. Et à la fin de mon défilé au Nigeria, j'ai reçu beaucoup de demandes sur les designs de mes collections de couture. Et je me suis dit comment je peux faire pour vendre à l'échelle et satisfaire les besoins de tout le monde. Et j'ai décidé de créer une collection capsule de prêt-à-porter qui sera disponible, qui est facile à porter par tout le monde. Des chemises, des robes, des vestes
des sacs également, des sacs de voyage, parce que nous, on est un pont entre deux continents. On est une marque qui connecte les différentes cultures, donc c'est important pour nous, le voyage, c'est une valeur très importante. Et du coup, à l'occasion du lancement du drop, on a collaboré avec la Paris Modest Fashion Week lors d'un pop-up store en mai dernier. Et du coup, j'ai pu générer en 2 mois seulement 8 000 euros, près de 8 000 euros de chiffre d'affaires, plus de 80 pièces vendues. Et tout ça sans publicité, sans influenceur, seule, je suis toute seule sur le projet. Et aujourd'hui, la preuve du marché, elle est là. Déjà, le pitch, je trouve qu'il est très bien. Elle a suivi vraiment toutes les règles d'un bon storytelling et d'un bon pitch. Ma belle, t'as fait 8 000 euros sans site internet. Je sais pas ce qu'on se rend compte, mais je trouve que c'est insane. En fait, le MVP, comment il est allé loin. Genre, comment elle a prouvé que son business avait du potentiel. Tu fais 8 000 euros sans site internet. Sachant que, en ligne, 80% des gens qui ne trouvent pas de site internet n'achètent pas. Parce que c'est des clients qui abandonnent, en fait. Qui ne vont pas chercher à écrire, qui vont envoyer un DM, etc., qui vont juste abandonner et se dire, bon, bah, tant pis. Mais faire 8 000 euros de chiffre d'affaires sans site internet, je trouve que c'est excellent, c'est trop bien. Donc maintenant, là, la prochaine étape, c'est créer un bon site internet qui soit optimisé, qui soit bien, et en plus sans publicité, franchement c'est génial. Mais c'est parce qu'en fait son vêtement il se différencie quand même, elle utilise des textiles qui sont très intéressants. Après elle montre un petit peu les pièces, je trouve que les pièces elles sont très très intelligentes et très belles parce que c'est des vêtements réversibles. Moi en tant que personne minimaliste entre guillemets, j'aime bien les vêtements que je peux porter de différentes manières. Moi si par exemple j'achète une veste, si elle est réversible c'est encore mieux, et je trouve que ça vaudra l'investissement encore plus parce que je me dirais bénéf, 2 vêtements, 1. Donc non, franchement, top. L'idée, elle est top. Je trouve que la personne, elle est hyper pertinente, hyper agréable. Elle défend hyper bien son projet. Elle a une très, très belle posture et très charismatique. Le projet, je ne connaissais pas du tout la marque. J'ai jamais vu passer sur mes réseaux sociaux, mais ça me permet de découvrir. Et c'est génial de voir qu'il y a des projets textiles comme ça, parce qu'on se plaint souvent dans la modest fashion que tout se ressemble, que tout est pareil. Bah là, on a la preuve qu'on peut aussi innover dans un marché qu'on pense saturé. Personnellement, je ne pense pas que le marché de la modest fashion est saturé, mais si vous voulez, on pourra en parler. Je trouve que justement, il y a tout à refaire, il y a tout à créer, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est saturé, etc. Moi, je ne pense pas, et je trouve que son projet, il est très, très intéressant. Voilà, il y a pas grand-chose à dire, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste quelque chose qui est très important à aborder dans son cas. Et en plus, je ne sais pas, je crois que c'est Adjinaïa qui lui a posé la question. C'est en termes de... Non, je crois que c'est Domi. C'est en termes de rentabilité au niveau du vêtement parce qu'elle a fait 8 000 euros, elle a vendu à peu près 80 pièces. Le calcul est assez simple. La pièce à l'unité coûte en moyenne 100 euros. Donc voilà. Je trouve que le prix n'est pas forcément du haut de gamme, mais ce n'est pas forcément du bas de gamme. On est sur quelque chose de moyenne gamme à peu près. Pour moi, personnellement, parce que le haut de gamme, pour moi, ça se situe plus vers les 300, 400 euros. Ça, voilà, on est sur du haut de gamme premium. Mais là, on est plus sur du moyenne gamme, 100 euros une pièce pour quelque chose qui a été fait à la main. Je trouve que le prix est plus que correct. Mais attention dans le prêt-à-porter à bien calculer ses coûts. En fait, mal calculer ses coûts, ça peut être un piège pour ton business. Pourquoi ? Parce que tu peux faire faillite juste parce que tu as mal fixé ton prix de vente, que tu as mal calculé le coût de revient de ton produit. Comment est-ce qu'on calcule ça ? Il y a énormément de coûts cachés dans le prêt-à-porter. Il ne suffit pas juste de calculer le prix de son tissu, le prix de la fabrication, le prix de l'emballage. Il y a aussi des prix liés à la gestion de ton entreprise. Le coût SAV, la communication, le shooting, le branding que tu vas mettre en place, l'ADS, l'influence si tu mets en place ces stratégies-là, les frais liés à certaines plateformes comme PayPal, Stripe, Shopify, etc. La logistique, le coût d'emballage. Tout ça, c'est des coûts qui sont importants à prendre en compte. On va prendre un exemple avec un tissu et une fabrication qui coûte 15 euros. Donc là, vraiment, on est sur un produit qui coûte pas cher à la fabrication. Parce qu'on pense à tort que le prêt-à-porter en termes de fabrication ne coûte pas cher. Il ne coûte pas cher à condition qu'on produit en masse. Mais pour les petits e-com de modest fashion, ils ne sont pas à des dizaines de milliers de pièces. Donc le coût de production et de fabrication, il reste quand même élevé. Donc le tissu et les fabrications, on va dire qu'il est à 15 euros. Logistique, emballage à 5 euros en moyenne. Et encore là, je suis très, très, très gentille. Les frais de plateforme, Stripe, Shopify, ça peut monter, je ne sais pas, jusqu'à 3 euros. Ça dépend le palier moyen. Marketing, ads, influence, si on lisse sur plusieurs
Si on liste par exemple une campagne sur plusieurs produits, on peut mettre ça à 5-10 euros. Communication, shooting, branding, on peut fixer ça à 7 euros en moyenne, surtout si on fait appel à des tierces personnes pour nous accompagner. Le coût SAV plus le retour produit, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, mais sachez une chose, et j'aimerais bien faire un petit point entre vous et moi ici, mais sachez une chose, quand vous n'allez pas récupérer vos colis en point relais, les entreprises payent des frais de retour. C'est pour ça que les entreprises vous impose de payer des frais supplémentaires. C'est pas pour vous embêter, c'est tout simplement parce qu'elles payent elles-mêmes des frais de retour. Donc non seulement elles payent des frais de retour, mais il y a aussi les frais d'emballage. Donc en fait, c'est des emballages en plus, parce que si la personne nous demande de renvoyer un colis, on va devoir enlever l'emballage et emballer à nouveau. Parfois, il y a des pertes dans les allers-retours parce que les livreurs prennent pas forcément soin des colis et ça peut se comprendre. Voilà, il y a énormément de déplacements dans les colis, donc parfois il y a des pertes, il y a des produits qui sont abîmés, et ça il faut le prendre en compte. Il y a aussi le coût d'expédition. Donc le colis part, on paye, le colis revient, on paye, le colis repart, on paye, sans oublier tout l'impact écologique qu'il y a derrière. L'impact en termes de plastique et d'emballage, le suremballage tout simplement, et les allers-retours tout simplement parce qu'une personne n'est pas allée récupérer son colis en point relais. Donc il y a des frais qui peuvent s'élever jusqu'à 10 euros, 15 euros en fonction des marques, mais c'est justifié et c'est pas pour vous embêter. Donc faites vraiment attention à ça en tant que e-commerçant ou bien en tant que client. Voilà. Donc là, vraiment, si je fais un total, on en a pour à peu près 42 euros la pièce en termes de coût de revient. Pour être rentable, vraiment pour être rentable, il faut viser au moins x3, x4. Donc là, qui fait le calcul pour moi? 42, calculatrice. Calculatrice, vite, 42 fois, allez, on va viser la fourchette basse. 42 x 3, ça fait 126 euros. Moi, ma question que je me pose par rapport à son business, bon là, elle n'a pas encore déclaré son entreprise, donc elle n'a pas encore... les frais, etc., les cotisations, mais son prix de vente, 100 euros, pour moi, il est trop faible. Je pense qu'elle devrait augmenter ses prix. Et regardez vous aussi, si vous avez un business, s'il n'y a pas des coûts cachés. Parce que quelquefois, on vend des trucs et on se dit, mais je ne comprends pas, je ne gagne pas d'argent. Mais peut-être parce que ton prix, ton tarif n'est pas fixé correctement. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Donc là, c'est l'occasion de vérifier en fait si tes tarifs sont... si tu as bien tarifé tes produits et tes services ou pas. Et en particulier, les produits. Parce que les services, c'est un peu plus simple parce qu'il n'y a pas de frais logistiques, etc., etc. Mais les produits, il faut faire très très attention parce qu'il y a énormément de coûts cachés. Ne vous faites pas avoir sur ça. Donc voilà. Et au moins, ça va permettre aux personnes qui pensent que certaines choses sont trop chères de voir que, non, honnêtement, pas forcément. Il y a énormément de coûts qui se cachent derrière. Et parfois, derrière un vêtement, je ne sais pas, que tu fixes à 100 euros, tu gagnes même pas 5 euros. Tu gagnes même pas 5 euros. Et en fait, si tu veux investir dans ton entreprise, si tu veux développer de nouveaux produits, si tu veux créer de nouvelles collections, si tu veux embaucher, tu n'as pas le choix que d'augmenter tes prix. Tu n'as pas le choix. Vraiment, tu n'as pas le choix. Donc voilà. On va passer au dernier business. Aujourd'hui, pour vous parler de mon projet Memotouch, je m'appelle Doriane, j'ai 28 ans et je suis infirmière coordinatrice. Avant de passer dans le vif du sujet, j'aurai besoin de 3 personnes pour une mise en situation. Il faut un contexte. Je veux. 3 personnes. Allez, c'est parti. Ça va durer 30 secondes. Il me manque une personne. Trop bien la parité des participants. Il y a eu 4 femmes, je crois, et 3 hommes. Non, 3 femmes et 4 hommes. C'est génial. Vraiment, c'est top d'avoir créé une sorte de parité dans les porteurs de projet. Oui. Toi, t'es le patient qui a été greffé du cœur. Donc, vraiment, t'as pas de chance. C'est bon? Donc, du coup, Memotouch. Avant de parler de la solution, je vais vous parler du problème. Nous, dans le médical, on aime bien les chiffres. Donc, on va commencer par les chiffres. L'observance thérapeutique, qu'est-ce que c'est? L'observance thérapeutique, c'est de prendre le bon traitement au bon moment. C'est ça, l'observance thérapeutique. Et c'est un problème en santé publique parce qu'on sait que 50% des patients ne prennent pas leurs médicaments au bon moment. 45% de patients polymédiqués, donc les patients qui ont pas mal de traitements à prendre, font une erreur au moins une fois par semaine. Les erreurs peuvent amener à une rechute de la pathologie, ou bien une hospitalisation, voire un décès. En 2018, on a eu 125 000 décès dans l'Union européenne à cause d'une observance thérapeutique nulle. Voilà. Donc, solution. Memotouch. Memotouch, ce sont des étiquettes tactiles, colorées et en relief,
que l'on va poser sur les boîtes de médicaments. Et, chaque étiquette aura une forme spécifique qui va correspondre à un moment de la journée. Comment ça marche? Vous avez votre prescription médicale. Alors, pour le dernier projet, honnêtement, je ne vais pas pouvoir donner beaucoup de conseils parce que je ne connais pas du tout ce sujet. Je ne savais même pas que c'était une problématique, donc je trouve que c'est génial d'avoir des gens comme cette jeune femme qui propose des solutions pour les personnes concernées, mais je ne savais même pas que c'était un problème, donc je trouve que c'est top. Je trouve que c'est trop bien parce qu'elle a carrément ramené son produit. Donc son produit existe. Donc ça permet vraiment au jury de voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc ça permet de se projeter, de voir à quoi ça ressemble, etc. Donc ça c'est top. Ce que j'ai trop aimé dans son discours, son pitch il est très bien. Ce que j'ai trop aimé dans son discours, c'est sa vision. Elle a clairement une vision, ça se voit qu'elle est passionnée, qu'elle est intéressée, qu'elle incarne son projet. Ça, c'est important d'incarner aussi son projet, d'être intéressé un minimum par ce qu'on transmet, parce qu'on veut vendre. Il faut être intéressé pour être intéressant. Et là, c'est son cas. Vraiment, clairement, c'est son cas. Je ne connais pas le sujet, mais ça ne me dérangerait pas d'écouter parler de son sujet-là. Ça se voit qu'elle aime bien, ça se voit qu'elle maîtrise, et ça se voit surtout qu'elle a cette volonté d'aider les autres de manière profonde. Et ça, c'est trop bien. Elle a une vision avec Memo Touch, Memo Patch, Memo Save, je crois. Donc c'est bien, elle a une vision sur le long terme. En tant qu'investisseur, qui est le jury, et nous aussi, nous sommes des investisseurs, n'oubliez pas, on doit dire à qui les 20 000 € appartiendront. En fait, le fait d'avoir une vision, déjà, moi, ça me permet de me dire, ok, avec les 20 000 €, elle va pouvoir faire ça, 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 ça. La personne, elle a l'air sérieuse, elle a l'air carrée, elle a une vision, elle incarne son projet, elle est passionnée, elle est intéressante, elle est intéressée. Donc ça, c'est génial. Après, en termes de projet, je connais pas. Genre, je saurais pas dire si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, etc., etc. C'est vraiment pas mon domaine d'expertise, vraiment pas. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce nouveau concept sur YouTube vous a plu. Le fait que je réagis en direct avec vous et en même temps je regarde une vidéo, je vous donne des conseils, mon avis, etc., etc. En tout cas, mon ambition, c'est que ça vous soit vraiment utile et que ce soit applicable à vos propres activités, que vous ayez commencé, pas encore commencé. L'entrepreneuriat, c'est génial. C'est pas facile, mais pour moi, c'est une aventure humaine, personnelle, spirituelle qui est incroyable. Vraiment, tu en apprends tous les jours sur toi-même, sur ton business, sur les autres. C'est vraiment, moi, je ne regrette pas du tout de m'être lancée. Et celles qui sont intéressées, je vous encourage aussi à vous lancer à votre tour. Si les vidéos business, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai avec grand, grand plaisir. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez que j'aborde, je l'aborderai avec plaisir, comme la fiscalité. N'oubliez pas que vous avez le code Safa et toi pour avoir moins 100% pour déclarer votre entreprise ou votre structure professionnelle à l'étranger en à peine quelques minutes. C'est hyper facile, c'est hyper rapide et l'équipe est géniale. Du coup, à qui on donne les 20 000 €? Moi, personnellement, j'ai 2 coups de cœur. Je pense qu'on est un petit peu d'accord sur ça. Il y a Nania, je crois que c'est ça son projet, avec le prêt-à-porter inspiré de tissus africains, éthiques, etc. Honnêtement, j'aime beaucoup la personnalité de la jeune femme, j'aime beaucoup ce qu'elle transmet, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve qu'il y a quelques ajustements à faire peut-être au niveau du coût du prix de vente, des stratégies à mettre en place. Je pense qu'avec quelques stratégies en organique, en ads, etc., ça peut aller hyper loin. Tu peux réussir à scaler ce type de business parce que c'est un business qui est en ligne. Et j'aime bien Middom aussi parce que je trouve que la solution elle est incroyable, c'est génial, c'est novateur, c'est frais, ils maîtrisent absolument tout et ils méritent d'avoir les 20 000 €. Et je pense que ça pourrait vraiment les aider, que ce soit en termes de budget marketing, budget publicité, budget influence, peu importe, ça pourrait vraiment les aider. Donc voilà, je pense que en fait, la solidarité féminine me dit que, comme si, on dirait, je me comporte comme si j'allais vraiment les donner, ça va pas quoi. Mais la solidarité féminine me dit que Nania, elle mérite, mais mon côté un petit peu plus rationnel me dit que Middom, ils vont en faire un meilleur usage. Donc voilà, je pense que voilà, je donnerai les 20 000 € à Middom. Enfin, je m'aligne avec la décision du jury. Et toi, tu les donnerais à qui les 20 000 €?